Hello à tous, bienvenue sur ce live. Je suis avec Guillaume Moubèche et aujourd'hui on va discuter de son aventure avec Lemlist et avec Lempod. Pour la faire en courte, tu as commencé Lemlist en janvier 2018. On s'est rencontrés nous à l'incubateur HEC pendant que tu développais ce projet. C'est ça. Et ensuite, aujourd'hui, tu as construit une équipe de plus de 20 personnes. Ouais, exactement. Et tu as buildé un deuxième projet aux côtés de la liste que tu as appelé Baby Lempod. C'est ça. Et que tu as récemment revendu. Est-ce qu'on peut revenir sur l'article que tu as écrit et qu'on a vu passer dans les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Et puis reprendre chaque étape ouais, bien sûr. Ouais. Du process de vente. Tu veux qu'on... Ouais, ça me va très bien, ça me va très bien. Écoute, quand tu veux, tu commences par ce que tu veux. Ok. Peut-être qu'on redonne un peu de contexte sur ce que fait Lempod. Tout à fait. Petite présentation. Nous, on a lancé, comme tu disais, Lemlist en 2018. Lemlist, c'est une plateforme de sales automation qui aide les commerciaux, du coup, à obtenir plus de meetings. À la suite de ça, en décembre 2019, en fait, comme on utilisait énormément LinkedIn comme canal d'acquisition, on a décidé de construire un outil en fait qui permettait d'avoir plus d'engagement sur ces posts. Donc le principe c'était simple, c'était tu rejoins des groupes d'engagement et automatiquement dès que tu vas poster quelque chose, les gens dans ton groupe vont aller liker ton post, un peu comme toi tu vois quand tu mets sur le Slack d'HEC j'ai mis un post sur LinkedIn, allez tous liker, supportez-moi, etc. L'avantage de Lempod, c'est que ça le faisait automatiquement. Donc nous, on l'a fait à la base pour nos propres besoins. Et puis après, tu vois, quand j'en ai parlé un peu autour de moi, j'ai vu qu'il y avait énormément de demandes. Donc on a commencé à... En fait, en gros, la première semaine, on a dû coder en 2-3 jours et on avait déjà 100 utilisateurs. Okay. Après un mois, on avait plus de 1000 utilisateurs. Et là, en gros, à partir de mars 2019, on a... Ouais, non, alors, c'était en décembre 2018, on a construit... on a construit Lempod et en mars 2019, on a commencé à facturer pour Lempod et très rapidement, on a eu des milliers de clients et là, voire des dizaines de milliers d'utilisateurs. À ce moment-là, dans l'équipe, vous étiez combien sur Lemlist? En fait, en gros, la boîte s'appelle Lempire. Tous nos projets commencent par Lem, donc Lemlist, Lempod, Lemkit, Lemtalk, etc. Et donc, du coup, dans la boîte, à ce moment-là, quand on a créé, on était peut-être 5 au tout départ. On s'est dit, bon, allez, on va refaire d'autres projets. Nous, on est une boîte, donc on n'a pas levé de fonds. On était profitable très rapidement et grosse croissance, donc pas le besoin d'avoir d'argent extérieur. Et on avait aussi la volonté de rester assez petit. Et puis, en fait, tu vois, avec le temps, quand tu scales trop fort, bah, t'as pas trop le choix de recruter. Donc, c'est pour ça que là, on est une vingtaine chez Lemlist en ce moment. Et donc, du coup, avec le fait de croître 2 projets de façon exponentielle en même temps, en gros, à partir de peut-être en décembre 2020, moi, on m'avait demandé d'aller d'être speaker. 2019. Ouais, 2019, j'ai trop des problèmes avec les années. Fin 2019, j'étais speaker en Slovénie et là, j'ai rencontré en fait un mec dont le taf était d'aider les entrepreneurs à rendre leur business. Et tes talks, tu les faisais par rapport à Lemlist? Ouais, là, c'était par rapport à Lemlist, par rapport à notre croissance, notre acquisition, comment on faisait pour maintenir cette croissance exponentielle, tout ça. Et donc, dedans, je parlais de Lemlist, mais aussi de Lempod. Du coup, ça faisait pas mal de cross-sell dans les conférences. Et en fait, j'ai rencontré du coup Thomas Mann qui, en fait, c'est le CEO d'une boîte qui s'appelle FE International. Et en fait, eux, leur but, c'est d'aider les fondateurs donc, de boîtes tech à trouver quelqu'un pour racheter. Et donc, du coup, pour moi, tu vois, c'était un peu je connaissais pas du tout ce type de milieu parce que dans ma tête, c'était un peu... Comment ça s'appelle, ce type de boîte, justement? Alors, eux, ils veulent se donner un nom un petit peu genre chiadé, etc. Mais en vrai, c'est des website brokers, c'est des brokers. Et c'est la meilleure façon de le retrouver. Dans l'article, j'appelle pas ça des brokers parce que du coup, quand ils ont lu l'article, ils ont voulu que je change ça et que je leur mette un nom un peu plus un truc un peu pompeux, genre responsable M&A, en vrai, c'est des brokers. Et donc, du coup, on a commencé à parler avec eux. On les a contactés pour commencer à regarder la valuation du business, donc combien est-ce que le business valait. En fait, sur Lempod. Sur Lempod. Ouais. Eux, ils étaient intéressés par ça immédiatement. Ouais.
En fait, ils m'ont dit que c'était assez simple. En fait, le process, c'était on bosse avec eux, on regarde, on leur donne accès à toutes nos métriques. Okay. Donc, en fait, quand tu as un SaaS, donc un software, généralement, tu processes les paiements avec Stripe. Donc, ça te permet d'avoir toute ta base client, etc. dedans. Et puis, on utilise un autre outil qui s'appelle Profitwell, ce qui te permet en fait de traquer ton MRR, le churn, enfin toutes tes métriques en fait de SaaS. Et donc du coup, avec ça en fait, on leur a donné accès pour qu'ils puissent commencer à faire des simulations de valuation. Donc en gros là, tu as pas mal de paramètres qui rentrent en compte. Tu vas avoir l'âge de ton business, la croissance mensuelle du coup. C'est ces listes de paramètres que tu listes d'ailleurs dans l'article. Ouais, c'est ça, j'en parle un peu dans l'article, la LTV, donc combien est-ce qu'un client va te rapporter sur cette durée de vie. Le churn. Ouais, c'est ça, le churn. Ils voulaient aussi savoir la répartition de nos clients. Donc nous, en fait, que ce soit sur l'Emlist ou l'Empod, en gros, nos clients, c'est plutôt en gros 70-80% US. Et après, c'est le reste du monde. C'est ces clients que tu cherches et que tu targetes ou ça... Ouais. Bah, en fait, globalement, les Français, enfin, le marché français, il est beaucoup moins innovant que le marché américain, dans le sens où les gens, tu vois, mettent beaucoup plus de temps à adopter des solutions tech, alors qu'aux US, tout le monde est justement à la recherche du dernier truc trendy, du dernier truc qui marche. Ils veulent aller vite. Ouais, ils veulent aller vite, ils ont l'argent. Enfin, pour donner le cycle de vente classique en France chez nous, c'est ils vont faire un essai gratuit. À la fin de l'essai gratuit, ils vont demander une extension de l'essai gratuit. Et aux US, ils arrivent, ils payent avant même que l'essai gratuit soit terminé. Enfin, tu vois, genre le premier jour. Et si ça marche bien, ils continuent. Exactement. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'on est plus proche, on va dire, de ce mindset-là aussi dans le growth de notre produit. Et donc, on a parlé avec eux pas mal. Et en fait, on était parti bosser à Bali à ce moment-là. Je me rappelle. Pendant un petit mois en hiver, fuir l'hiver parisien. Et au-delà de là, on a fait pas mal de calls pour s'accorder un petit peu sur la valorisation du business. Et là, tu as toute la partie, en fait, due deal où ils vont regarder, ils te demandent, en fait, de sortir parce que Stripe et Profitwell, ça te donne globalement l'argent qui rentre. Mais toi, il faut que tu montres aussi tes dépenses. Bien sûr. Et donc, pour ça, ils veulent des bank statements, donc des relevés de compte bancaire. Et donc, là, c'était un peu le truc chiant, donc sortir tous tes relevés de compte bancaire pour que eux, en fait, et vraiment puissent te faire un vrai PNL, donc avec ce que tu gagnes, ce que tu dépenses, ton profit, le growth, la projection sur les années d'après, etc. Et après, ils ont des modèles, en gros, c'est des modèles pour donner la vraie valeur d'un business. Comme ils en ont vendu énormément, ils répliquent avec tous les paramètres et c'est assez précis. Et en gros, pour tout ce qui est business comme le SaaS, tu vois, donc tu as des revenus récurrents mensuels avec comme seul coût fixe des serveurs ou tes employés, quoi. En fait, l'idée, c'est de trouver un facteur multiplicatif de ton ARR, donc Annual Recurring Revenue, et ça représente, en gros, pour simplifier, c'est le MRR x 12. Donc, l'argent que tu fais par mois sur ton MRR, en fait, tu multiplies par 12 et on dit que c'est l'ARR. Et après ça, tu le remultiplies par un facteur. C'est un facteur, en gros, qui va varier en fonction des projets de l'industrie de la croissance, enfin, tu vois, tous les paramètres que je listais. Et globalement, tu peux te retrouver entre 2,5 et 4, tu vois, si c'est dans des industries assez classiques. Et si tu es dans des industries où tu as une marge, une barrière d'entrée qui est forte, comme par exemple la cybersécurité, parce que tu vois, pour rentrer en cybersécurité, il faut que tu aies les contacts, machin, etc. C'est pas n'importe quelle startup demain. Voilà, c'est ça. Donc, si c'est des business comme ça, là, tu auras des facteurs multiplicatifs qui peuvent être jusqu'à 7, 8, 10. Et après, ça dépend aussi du cash que tu fais. Parce qu'en gros, quand tu dépasses les 10 millions d'ARR, en fait, ton business atteint un certain seuil de stabilité qui est connu et qui dit qu'au-dessus de 10 millions d'ARR, techniquement, tu as beaucoup moins de chances et beaucoup moins de risques que ton business se casse la gueule. Et donc, en fait, ton facteur multiplicatif sur la valuation, il est encore plus élevé. Enfin, tu vois, il peut aller au lieu que ça soit entre 2,5 et 4, par exemple, ce sera plutôt entre 3 et 7, tu vois. Donc, à ce moment-là, tu es un talk à l'étranger, tu as un interlocuteur qui s'approche et tu comprends que tu vas pouvoir te séparer de l'Empod. Tu as deux boîtes, enfin, tu as ton Lemlist et ton Empod qui cartonnent, qui font des super croissances mensuelles. À quel moment tu te dis,
ok, peut-être que je vais devoir me séparer de l'Empod et que je vais lâcher bébé. En fait, c'était assez drôle parce que je venais d'écrire un article à ce moment-là en plus sur pourquoi est-ce que on avait un nouveau modèle où on construisait plein de projets, qu'on kiffait faire ça parce que du coup, tu sais, on voit un gap dans le marché, on a envie de construire un projet, on a envie d'essayer de le vendre et tout. Et c'était un peu genre la nouvelle philosophie anti-VC, donc anti-levée de fonds, faire vraiment ça sur ton propre, pur profit, s'éclater dans ce qu'on fait, tout ça sans avoir de personne. Le quick and dirty aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis tu vois, tester rapidement, ne pas avoir quelqu'un qui doit te dire, tu vois, à ton bord, genre il faut que tu aies recruté tant de personnes, que tu aies fait ci, que tu aies fait ça. Donc ça, c'était un peu l'article que je venais d'écrire. Et là, je me dis, en fait, on commençait à avoir, du fait de la croissance des deux projets, on commençait à avoir pas mal de frustration dans le sens où, que ce soit sur l'Empod ou l'Emlist, j'avais envie, tu vois, de développer plein de choses dessus. Et les ressources tech, globalement, elles étaient limitées. Donc, même si on avait le cash, tu vois, pour recruter, en fait, il nous a fallu du temps de changer un petit peu notre mindset sur le recrutement. Parce qu'au départ, tu vois, c'était vraiment, on veut rester une petite équipe, on veut être, tu vois, le plus flex et mobile possible. Et quand tu commences à scaler, tu vois, tu as de la perte de chaleur, il faut former les devs, enfin, toi, ça prend du temps, etc. Tu peux plus partir à Bali. Ouais, c'est plus compliqué. et donc voilà, c'était un peu la transition à ce moment-là où je me suis dit, en fait, j'ai envie de voir, toi, on a un projet qui est ultra stable, qui grossit, et puis même, en fait, la liste arrive à un stade où le nouveau MRR qu'on va ajouter chaque mois était tellement élevé que même la croissance de l'Empod, qui était grosse, nous paraissait, tu vois, dérisoire, entre guillemets, par rapport à ce qu'on apportait. Et donc, on se disait, est-ce que notre temps, en fait, qu'on investit là sur l'Empod a autant de valeur que ce qu'on pourrait investir sur la liste, et tu vois, et après, tu fais des calculs. Rapidement, tu fais ton retour sur investissement et tu te rends compte que vaut mieux s'en séparer. Ouais, c'est ça. Et puis, en plus, on se disait, tu vois, toutes les métriques sont ouvertes. Donc, ça grossit vite, il y a plein de clients, les gens adorent le produit et tout. Donc, nous, on a un autre produit qui a exactement la même hype. Donc, autant vendre le plus petit et être full focus sur le plus gros pour faire un truc de l'espace et en même temps vivre, tu vois, un process de vendre. Tu n'as pas cherché à le vendre. C'est une opportunité qui est arrivée que tu as su saisir, mais est-ce que... En fait, c'est un peu les deux, c'est dans le sens où on s'est rencontrés, il m'a parlé de ce qu'il faisait et par curiosité, j'ai commencé à m'intéresser à savoir comment est-ce qu'on... Parce qu'en fait, tu vois, le truc, c'est qu'il y a un vrai problème dans les startups, c'est que les gens, par exemple, aujourd'hui, ils lèvent, tu vois, ils lèvent des fonds sur des valeurs qui n'ont aucun sens. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, là, je parlais avec une VC aux US, parce que on reçoit pas mal de sollicitations pour la liste, et en fait, elle me dit, franchement, demain, tu peux lever entre 15 et 20 millions, tu vois. Genre, en une semaine, nous, on peut signer, il n'y a pas de souci, tu vois. Et j'étais là, ok, donc ça veut dire que ta valo, tu vois, globalement, elle est à peut-être, je sais pas, 50 millions, un truc comme ça. Ouais. Mais en vrai, dans les faits, si tu veux vendre vraiment ton business, il vaut jamais ça, tu vois. Ton business, la vraie valorisation du marché, le prix du marché, il est bien plus bas, tu vois. Donc, les gens, en fait, lèvent sur des valos qui n'ont aucun sens. Et donc, du coup, tu vois, les investisseurs, en fait, leur but, c'est toujours de te forcer à relever. Parce que de toute façon, toi, tu vois, si tu essayes de vendre ton business à un moment donné, en fait, tu n'auras même pas atteint la valeur à laquelle les investisseurs t'ont lâché l'argent. Donc, eux voudront pas, tu vois. Et ce qui a du sens aussi, parce que tu vois, c'est juste pour financer la croissance. Mais bon, du coup, à ce moment-là, tu vois, genre, j'étais pas du tout, je connaissais pas du tout ça, parce que moi, les seules valos que j'avais en tête, c'était plus au moment des levées de fonds, parce que, tu vois, avec toutes les plateformes de levée, des trucs comme ça. Mais du coup, j'étais assez curieux de savoir un petit peu, donc je m'étais pas mal renseigné. Et le fait aussi de parler avec Thomas, c'était assez cool. Et après, je me suis dit, c'est vrai que c'est une opportunité. Autant lancer la discussion. De toute façon, on n'a rien à perdre. Et eux, de toute façon, ils te font la valo et ils te font une grosse partie, pas de la due deal, mais tu vois, juste valorisation. Et ils te donnent en gros un range global. Genre, en gros, ton business, je pense qu'on pourra le vendre entre ça et ça. Et selon nos calculs, peut-être qu'il y aura genre un discount de 5%, tu vois, sur telle valeur. Et en fait, ça, ils te le font avant même que tu aies signé un contrat avec eux. Donc c'est assez cool. Tu es allé pour en tirer un apprentissage, quoi. Ouais, exactement. C'est une bonne opportunité. Apprentissage et aussi du cash, tu vois, à la base. À pas se mentir, tu vois, tu te dis, bon, tu peux sortir un pari, un truc. Et puis, il y a aussi après aussi, évidemment, sur la partie brand, tu vois, c'est un peu le dire, genre, hey, j'ai vendu une boîte, c'est cool. Qu'est-ce que tu conseilles aux entrepreneurs
qui arrivent un peu au même stade. Ils ont envie de se séparer d'un projet, ils sont soit dans la recherche de la vente ou alors une opportunité se présente. Quelles sont les choses à faire, à ne pas faire, les pièges que tu peux éviter? Est-ce que tu arrives à nous donner un peu une... Je pense déjà, à mon avis, il y a plusieurs trucs, tu vois. C'est déjà, tu peux vendre en fonction des opportunités qui se présentent à toi. Et après, le point important, c'est aussi vendre quand tu n'as pas forcément le besoin de vendre. C'est un luxe. Parce que, tu vois, genre nous, par exemple, on a mis quand l'Empod a été mis sur le marché avec la Valo, le broker et tout ça, il y a le Covid qui est arrivé, tu vois. Donc en fait, la bourse, elle a chuté, enfin tout le monde a vu ça, tu vois. Donc en gros, pour les personnes qui achetaient des business SaaS, il y a eu plein d'autres opportunités parce que quand tu as le prix des actions qui tombe, les mecs qui ont du cash, de liquidité, en fait, ils ont potentiellement envie d'acheter des actions parce qu'ils savent que ça va remonter dans les prochains mois. Enfin, tu vois, c'est relativement fiable. Et donc en fait, nous, du fait qu'on soit pas pressé de le vendre, on n'a pas du tout discounté notre prix, tu vois. On était fixe sur la valo et on se disait pas, tu vois, même si eux, ouais, c'est ça. Et les brokers, même les brokers sont venus nous voir et ils nous ont dit, ouais, est-ce que vous pensez, vous serez prêt à baisser le prix? Tu l'aurais lâché dans des conditions qui n'auraient pas été exceptionnelles? Non. Franchement, on s'en foutait. Enfin, en fait, le truc, c'est que pour nous, c'était vraiment, genre, c'est une vache à lait, quoi, tu vois. On avait qu'une personne qui bossait dessus au final. On avait mis parce qu'en gros, à la fin, ce qu'on a décidé, c'est, genre, en gros, OK, on sait qu'on veut le vendre. Maintenant, on faisait beaucoup de maintenance au début et tout. Et après, on s'est dit, OK, maintenant, on ne fait plus rien. Juste corriger quelques bugs si bug il y a. Et après, on a une personne qui fait la communauté, le support. Mais pas à temps plein, cette personne? Si, cette personne était à temps plein. Okay. Cette personne était à temps plein. Et puis petit à petit, on l'a passée à mi-temps pour qu'elle vienne à mi-temps sur la liste aussi. Okay. Puis ensuite, nous rejoindre à temps plein au moment de la vente de l'école. Ok. Donc, dans les pièges à éviter, si on revient à cette question. C'est vrai que j'ai pas du tout répondu à la question. On s'est égaré, pardon. Du coup, non, les pièges à éviter, vraiment, c'est ça, c'est donc ne pas être pressé. Si t'es pressé, c'est que t'as perdu parce que tu vas essayer de discounter, ils vont le sentir et ils vont voir, enfin, tu vois, c'est des problèmes de négo. Après, je pense que les pièges à éviter aussi, c'est bien comprendre, c'est plus au moment de la négociation. Donc, en fait, ton business, tu sais, on parle souvent des valeurs à laquelle tu le vends, mais en fait, on parle pas trop des structures de deal. Donc, en fait, un deal, globalement, tu as 1 milliard de façons de le structurer, notamment avec ce qu'on appelle des earn-out. Donc, c'est de l'argent que tu vas gagner après le deal. Donc, généralement, quand tu vends ta boîte, tu vas avoir du cash et après une partie qui est variable, qui peut être variable, que tu vas négocier. Et cette partie variable, en fait, elle permet de diminuer le risque ou de le changer de côté, tu vois. Donc, typiquement, tu peux dire, OK, mettons, notre business fait, je sais pas moi, 600 000 euros annuellement. On le vend à ce moment-là. Et par exemple, l'acheteur peut te dire, OK, je te donne X euros au moment de la vente. Et quand le business t'atteint, par exemple, 800 000, là, tu retouches genre beaucoup plus de thunes et ainsi de suite, tu vois. En fixant tes milestones. Exactement. Ouais. Et souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils te donnent des milestones avant certaines dates. Donc ça, c'est un premier type de earn-out. Mais là, c'est là aussi ça qui est intéressant, en fait, c'est que toi, tu peux négocier ça aussi. Donc, si tu es un petit peu investi, par exemple, dans ton business encore, tu vois, sur la partie opérationnelle ou conseil, en fait, tu peux leur dire, OK, je prends moins de cash, mais je veux un earn-out beaucoup plus gros. Donc, par exemple, tu vas dire, OK, là, je vais prendre, au lieu de prendre, je sais pas, genre 1 million, je prends 800 000 euros. Mais par contre, si on atteint tel milestone en moins de 6 mois, parce que toi, tu es sûr à 100% que tu vas l'atteindre, là, tu dis, je reprends 404. Et en général, ils aiment bien ça parce que tu vois, ça montre aussi que tu crois dans la croissance. C'est ça. Et que tu crois en la croissance de ton business, etc. Et après, tu as aussi, nous, du coup, on n'a pas fait ça. On a fait un earn-out où on prend en fait un pourcentage du revenu. Donc, tous les mois, pendant un certain temps, on va prendre un pourcentage de revenu. Et là, du coup, il y a aussi, tu vois, la partie peut-être un petit peu, enfin, on en reviendra après, mais tu vois, sur la partie accompagnement où tu peux avoir un petit peu de conseils à donner de temps en temps à la boîte, ça peut se négocier. Ok. Est-ce que tu veux qu'on parle maintenant des personnes qui t'ont accompagné pour t'aider dans cette démarche-là? Parce que tu es arrivé un peu tout seul là-dedans. Ouais. En fait, le truc, c'est que là-dessus, en fait, j'ai rencontré, en gros, au moment de signer là, avec F International, j'avais contacté du coup plein d'autres brokers
parce que chacun a une façon de fonctionner un peu différente. Mais tu venais de découvrir ce Ouais, métier de broker. voilà, c'est ça. Tu t'es dit, tiens, je vais aller Bah fouiller ouais, je un me peu suis voir dit, qui c'est pas existe. parce que j'en ai rencontré un que je vais forcément signer Que avec c'est lui. meilleur. Ouais, c'est ça. Et donc, en gros, lui, la façon de fonctionner, c'était, on payait rien. Il faisait toute la due diligence. Il faisait le prospectus de sales qui fait environ, je sais pas, 40 pages où ça détaille tout son business, Tu les lui donnes tout opportunités. à ce moment-là? Il a toutes les données de la boîte? Franchement, c'est lui qui, en fait, il a toutes les données de la boîte. Après, il pose plein de questions et après, tu fais des interviews avec des gens de l'équipe et ils prennent plein d'infos sur l'industrie, les potentiels de croissance, tout ça et ils rajoutent plein d'études. Tu vois que ça peut être genre des McKinsey Report, des trucs comme Il ça. fait un audit, quoi. Ouais, c'est ça. Audit global, tu vois. Donc là, comme c'était sur LinkedIn, bah, c'est sur les réseaux sociaux en général, les grosses boîtes, les concurrents directs, indirects, le marché, quels sont les competitive advantages. Il te demande aussi si toi, tu vois, genre, quels sont les canaux d'acquisition que tu as utilisés. En fait, ça peut être super intéressant pour un acheteur. Prends un exemple où tu es très bon en SEO, donc optimisation de content pour ranker sur Google. Bah, tu vois, si tu vois qu'un business, par exemple, arrive à faire, je sais pas moi, 500 000 euros d'ARR, mais que les canaux d'acquisition qu'il a utilisés, c'est que, par exemple, du sale traditionnel hôtel, bah, toi, si t'es très bon en SEO, tu peux te dire, bah, ok, c'est sale, déjà, je les vire parce qu'on n'a pas besoin de faire ça. Et je sais que je vais optimiser, que je vais faire ranker son site et qu'on va réussir, tu vois, à faire un truc de ouf. Donc ça, c'est important pour les potentiels acheteurs. Et après, du coup, ils te font vraiment tout le truc. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est que tu le payes pas upfront. C'est une sacrée notification Slack. Et du coup, tu le payes pas upfront. Et en fait, il te prend 15% sur la vente totale. Donc, c'est quand même assez violent, 15%. Enfin, tu vois, c'est genre, tu te dis, c'est un associé, hein, tu vois, genre, c'est un mec qui a beaucoup de part dans ta boîte. Mais après, je trouve que pour tout le taf qu'il fait, trouver l'acheteur, négocier, en fait, il bosse pour toi, tu vois. Donc, dans la partie négo, par exemple, sur la structure notamment du deal et les points de négociation et tout, ils ont été super et ils m'ont grave aidé, quoi. Tu fais pas vérifier par tes avocats? Si, ouais. Donc, du coup, il y a ça. Et après, du coup, ouais, dans les différents brokers, t'en as qui prennent moins en pourcentage. Ouais. T'en as qui prennent un fee avant. Okay. Et moins, du coup, de pourcentage après. Donc, ça dépend un petit peu. Moi, j'aimais bien le fait success fee parce que je me dis, si ça arrive, tu vois, comme nous, on n'était pas pressés, on n'allait pas faire de discount et on voulait garder tu vois, ce qu'on avait en tête. En fait, on s'est dit go, tu vois, et puis on verra. Et après, du coup, ouais, tu passes par tes avocats. En fait, tu vas signer dans un premier temps, du coup, une lettre d'intention à la LOI. Et après, tu as ce qu'on appelle, en fait, tu as deux façons de vendre ta boîte. Soit tu vends ta boîte, donc toute la structure. Mm-hmm. Donc ça, c'est d'un point de vue, si on parle taxes, impôts et tout. En fait, ça peut être taxé fortement par l'État en fonction de l'âge de ta boîte. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est chiant, en fait. Si tu veux faire ça, c'est très chiant parce que du coup, on va dire que tu as... en fait, nous, tu vois, par exemple, toute notre clientèle était en grosse majorité aux États-Unis et internationale. Du coup, en fait, quand tu veux vendre à quelqu'un, ça va être généralement des gens basés à l'international. Et eux, ils n'ont pas du tout envie d'acheter une boîte française. Ils connaissent rien aux taxes françaises, aux impôts, la législation, donc ils veulent pas. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu fais ce qu'on appelle en fait, tu vends des assets. Et tes assets, c'est ton site internet, ta base de clients, etc. Donc tu vas signer ce qu'on appelle un APA, donc c'est Asset Purchase Agreements. Et dedans, ça explique tout ce que tu donnes, les conditions, tout ça. T'as gardé des assets, tout ou pas? Non, on a tout vendu. On a vendu attends, vas-y, je peux le prendre si tu veux. Mais non, mais tu fais ça si. On a une petite en fait, notification. Ne pas déranger. Merci, Guillaume. Ouais, je montre à Lisa comment un Mac ça fonctionne. C'est cool. Je te remercie. Merde, mais super, maintenant on a tout ouvert. Ouais, donc du coup, ouais, c'est un peu le process de ce qui s'est passé. Après, les assets que tu as gardés, du coup, non? On n'a rien gardé. Vous avez rien gardé? Ouais, on a tout transféré sur l'Empod, enfin le site et tout, etc. Et du coup, ouais. Donc là, tu es de retour à 100% sur l'Emlist. Ouais, 100% l'Emlist. On a eu une phase de transition qui était un peu plus longue que prévu. Okay. À la base, en fait, en gros, la façon de fonctionner, ça c'est pas mal pour ceux peut-être qui seraient intéressés par la vente de business. En gros, c'est un site qui s'appelle Escrow. Donc Escrow, donc du coup pour les Français, ça fait un peu bizarre quand on dit va mettre ton argent sur Escrow. Non, je n'ai pas envie. Mais en gros, ce qu'ils font, c'est que au moment de la vente, quand tu as tout signé,
et que les documents étaient faits, ben, en fait, le mec qui t'achète le business, il fait un transfert d'argent, donc il transfère toute la somme d'argent sur le compte de escrow. Ok. Et en fait, c'est un intermédiaire. Et en gros, escrow ne libérera l'argent que quand l'acheteur aura vérifié que tous les assets sont corrects. Donc en gros, c'est-à-dire qu'il ait récupéré le code source, que ça fonctionne chez lui, qu'il y ait le transfert de serveur, etc. Et donc là, du coup, c'est vrai qu'on avait dû faire un peu plus d'accompagnement que prévu. On pensait que ça allait prendre 5 jours. Et ils t'ont payé en bitcoin. Ah, ça aurait été rude, ça. Il n'aurait pas accepté. Ouais, j'aurais pas accepté. Non, non, ça va, c'était, bah, du coup, non, on a reçu l'argent en dollars. Donc bon, évidemment, il y a ça aussi, tu vois. Ouais. C'est, tu manges un peu sur les taux de conversion. Tu sais, au début, tu te dis ça Non, va, mais pas, ça. sur des grosses sommes, en vrai, après, ça commence, faut pas y penser parce que ça te fait mal, quoi. Il fait chaud dans cette Ouais, il fait super chaud, non? Ouais, ok. Je pense au vrai, mais non. Sur quoi est-ce qu'on peut enchaîner? Bah, du coup, est-ce qu'on a regardé, je sais pas trop, tac, 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 on a parlé de la valo, les différentes étapes. Ouais, il y a aussi l'aspect, les acheteurs qu'on a rencontrés, en fait, parce qu'ils t'en présentent pas qu'un. Du coup, nous, on a rencontré pas mal d'acheteurs, et c'est ça que je trouvais bien aussi, parce que, en soi, quand tu veux vendre ta boîte, tu peux essayer d'aller chercher, par exemple, des gens qui sont des potentiels partenaires ou qui auraient un intérêt à acquérir ta boîte parce que tu couvres par exemple un marché donné ou etc. Nous dans notre cas on n'a pas du tout eu ça, il n'y a pas du tout eu de truc stratégique. Enfin si, il y a eu des contacts mais ça n'a jamais abouti. Mais par contre on a rencontré plusieurs personnes et ce qui était important pour nous c'était d'avoir quelqu'un tu vois qui soit ancien entrepreneur avec une team et qui puisse potentiellement mettre des ressources dessus parce que en fait comme dans la structure du deal qu'on voulait faire c'était aussi garder du revenu sur quelques années, donc prendre du cash et garder un pourcentage du revenu sur plusieurs années. On voulait que la personne soit potentiellement prête à mettre des ressources et que ça soit pas juste. Ça peut pas. Ouais. T'as eu beaucoup d'exigences toi à ce moment-là dans la négociation? Est-ce que tu as en droit de mettre un peu toutes tes exigences sur la table ou ouais. En fait, en gros, le truc c'est après là c'est vraiment de la négo, mais globalement il faut quand même, tu vois, genre tu peux pas être trop sympa parce que sinon ils vont le voir et ils vont trop pousser, tu vois, ils vont trop tirer les ficelles. Après, tu peux dire plein de choses. De toute façon, dans la négo, c'est toujours pareil, quoi. C'est si tu donnes quelque chose, faut que tu prennes quelque chose en retour, en fait. Donc après, c'est vraiment évidemment, tu vois, ils savaient que nous on voulait vendre. Après, on n'était pas dans la position, on était pressé. Donc en soi, ça nous donnait une position de force aussi vis-à-vis de ça. Et après, le deal était très honnête pour les deux parties en fait. Donc quand tu vois que c'est un win-win et qu'il y a personne qui se fait vraiment enfin, tu vois, il y a vraiment des endroits en business où personne se fait niquer, tu vois. Et là, c'est le cas. Là, faut que tu arrives à un truc comme ça, quoi. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est un mariage quand tu vends ta boîte. Parce que c'est jamais tu vends ta boîte et c'est fini, tu vois. Genre là, on a fait l'accompagnement et je sais que sur, tu vois, maintenant, on a un channel Slack commun avec les mecs, du coup, qui nous ont racheté qui ont racheté l'Empod. Et donc, du coup, des fois, il y a des questions sur X, Y, Z. Tu vois, on répond. Tu dois être disponible tout le temps. Ouais, en fait, dans le contrat, globalement, on a peut-être, je crois, 72 heures pour répondre. Enfin, tu sais, c'est contractualisé, mais en vrai, c'est un peu bullshit. Enfin, moi, sur ça que je réponds. Ça reste de la bonne entente. Bien sûr, tu vois. L'Empod est toujours attaché, donc c'est tout intérêt à ce que ça. Exactement. Nous, on continue de toucher, tu vois, prendre un pourcentage du revenu. Donc, Ok. Aucun regret? Non, franchement, aucun regret parce que, je suis trop content même parce que du coup, c'est full focus sur la mise. Tu vois, si j'avais pas de boîte à côté, en mode c'est fini, je pense que ça doit faire très bizarre. Mais le fait d'avoir l'Emlist aussi on n'a pas le choix, tu vois. Donc là, on a vraiment, c'était vraiment nécessaire d'être full focus dessus. Et c'est demain, lors d'un prochain talk en Turquie ou je ne sais où, on te propose de racheter l'Emlist? Non, l'Emlist. Quelle réaction? Non, pas pour l'instant. Non, parce que là, justement, tu vois, là, il y a plusieurs types d'exit, tu vois. Soit tu fais de l'exit pour faire un petit peu de cash, soit tu te dis, tu fais un exit, genre, pour plus jamais travailler de ta vie. C'est pas ton cas. C'est encore plein de choses à faire. Exactement. Ok. Est-ce qu'on a 2-3 questions de la part de nos nombreux participants? Si on n'en a pas, est-ce que tu vois une chose qu'on pourrait... Alors, on va répondre à la question. Il n'est pas payé en bitcoin, mais qui revient sur le truc. Ah si, quels sont les next steps, tiens?
C'est ça dans ta roadmap. Ouais. Là, on recrute pas mal en ce moment. Du coup, on recrute pas mal sur la partie tech chez Lemlist. Donc, vous êtes plus de 20, on a dit tout à l'heure. Ouais. Et là, à horizon fin 2020, tu te lances sur des recrutements. Ouais, là, en gros, je pense que à la fin de l'année, on sera peut-être 23, entre 23 et 25. Le but, c'est d'aller à fond sur aussi notre communauté, parce qu'on a du coup la plus grosse communauté autour des Sales Automation. Sur Facebook. Sur Facebook, sur Sales Automation Family, vous pouvez aller voir. Et, et du coup, ouais, l'idée, c'est vraiment focus utilisateur et produit. Donc, faire en sorte que nos utilisateurs soient les plus successful possibles et vraiment changer aussi cette image que les sales ont, tu sais, du bio closer, etc. Donc là, c'est objectif d'un point de vue team, scaler la partie tech, parce que sur la partie business, on commence à être bien. Là, on a recruté pas mal, donc les gens, le temps qu'ils se forment, etc., tu vois, ça met un peu de temps et c'est bien fonctionné comme ça. Sur la partie tech, on a besoin là de scaler, donc on va trouver les gens pour. Et puis après, voilà, c'est d'essayer de garder cette croissance le plus longtemps possible. Bah, on te le souhaite. Hein. C'est gentil. Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on a d'autres questions? Je sais pas trop. On voit les questions des gens. Enfin, où il y a des... Ouais, mais ils ont pas de questions. Ah, personne n'a des questions. Très bien. Si, au final, n'as-tu pas peur de devoir lever des fonds avec Lemlist ou tu veux vraiment scaler avec tes bénéfices? Ouais, franchement, on veut. En fait, le truc, c'est que après, je peux rentrer dans les. Vas-y, go for it. Enfin, moi, je suis assez transparent. Après, je sais pas, c'est pas pour lâcher des. Enfin, on peut être transparent. Ouais, je couperai au montage. Non, mais en gros, avec Lemlist, tu vois, là, on a pris des risques en recrutant beaucoup, par exemple, en septembre. Donc, on a recruté, enfin, quand je dis beaucoup, c'est genre 6 CDI, tu vois, pour moi, c'est beaucoup. Et en fait, là, malgré ça, malgré le risque, entre guillemets, qu'on prend, on fait, et après nos salaires, où on se paye quand même assez largement, on fait, je crois, on doit être à entre 80 et 90 cas de bénéfices par mois. Et ça fait qu'augmenter, parce qu'on grossit à 20%, entre 15 et 20% de croissance mensuelle. Donc, en fait, même si je voulais, tu vois, lever, enfin là, si j'avais déjà sur le compte, je crois, on doit avoir quasiment 500 cas qu'on pourrait utiliser. En fait, je sais pas quoi en faire, tu vois, parce que. T'as pas de besoin. En fait, non, c'est juste que ouais, tu vois, genre recruter, ça prend du temps. Trouver les bonnes personnes, ça prend du temps. Les former, ça prend du temps. Donc, en fait, tu vois, je peux pas. Tu maîtrises ton scale. Bah ouais, si j'avais plus d'argent, en fait, je pense pas que je recruterais plus, tu vois, ou j'aurais peut-être une RH qui ferait ça à temps plein, mais du coup, peut-être qu'on aurait des mauvaises personnes. Enfin, là, j'aime bien avoir un peu gérer moi-même, et je trouve que tant qu'on garde cette croissance, tu vois, qui est exponentielle et qu'on n'a pas besoin, enfin, je vois pas pourquoi on aurait besoin de lever des fonds, en fait. Donc, Mais d'ailleurs, quand on parle, on a presque l'impression que l'exit est plus simple que lever des fonds pour certaines boîtes. Nous, à l'incubateur, on accompagne énormément de boîtes. Qui galèrent avec les deals, les LOI qui tardent à lever. En fait, je pense que si tu es focus, après, tu vois, ça c'est ma philosophie, ma vision, et ça dépend évidemment de plein de types de business. Sur le software, je pense que les gens qui veulent lever des fonds très rapidement, sans avoir, tu vois, un track record de ouf, etc., je trouve que c'est une perte de temps. C'est mieux d'être focus sur ta profitabilité, ta rentabilité, parce que, genre, aujourd'hui, par exemple, moi, j'écris pas mal sur l'histoire de Lemlist, notre croissance, tout ça, donc pour les investisseurs, ils voient assez bien tout le cash qu'on fait. Tu peux nous rappeler ta croissance mensuelle? Ouais, on est en gros entre 15 et 20% de croissance tous les mois. Okay. Donc ça va assez vite. Et en fait, ouais, tu vois, genre là, par semaine, je dois recevoir peut-être 2-3 mails de VC, je pense, tu vois, qui sont mais vraiment intéressés, personnalisés sur Lemlist, etc. Genre, ils connaissent bien le space. Enfin, en gros, les VC français, c'est pas pour balancer des scuds ou quoi, mais c'est des gens qui sont, je pense, la plupart, en tout cas, que j'ai rencontrés, sont à des années-lumière de comprendre l'industrie SaaS ou du sales automation. Genre, par exemple, ils vont penser que Lemlist, c'est un concurrent de Mailchimp, tu vois, alors que tu as email marketing, c'est très différent de sales automation, tu vois. Et aux US, ils sont très bons là-dessus parce que, tu vois, ils connaissent, il y a Salesloft, Outreach qui sont nos gros concurrents. Et donc, du coup, ils voient très bien l'ampleur du marché, ils voient très bien le potentiel, etc. Donc là-dessus, c'est vrai que quand il y a des VC américains qui nous contactent, c'est tout de suite beaucoup
beaucoup plus sérieux, beaucoup plus. Et quand tu vois, je fais des calls avec eux, ils sont beaucoup plus pertinents, tout ça. Donc là-dessus, tu vois, c'est vrai que la seule raison potentiellement pour laquelle on pourrait lever, ce serait pas pour l'argent, mais ça serait pour, ouais, tu vois, des gens qui pourraient rapporter vraiment des stratégies de partenaires, tu vois, sur des trucs très spécifiques. Mais et encore, tu vois, parce qu'en vrai, on n'a pas trop envie de lâcher des parts de la boîte. Mais ça, c'est c'est notre vision. Il lâche rien, même pas des perks, regarde. T'as vu la maison avec comment ça se fait? On va s'occuper de ça. Non, mais je rêve. Ouais, c'est vrai. Ok. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce dont on avait envie de parler. Ouais, grave. Enfin, je sais pas si bah après, dans les 200 participants, il y en a bien qui vont avoir des questions. En tout cas, vous retrouverez cette vidéo sur notre newsletter de l'incubateur HEC, qui est bimensuel et qui donc est publiée tous les 2 jeudis. Donc on pourra répondre aux questions s'il y en a qui apparaissent après cette diffusion. Ouais, c'est ça. C'est quoi la newsletter d'incubateur? C'est publié à qui? Non, mais qui la reçoit? Je veux dire, je la reçois, mais qui la reçoit? C'est que les gens qui sont incubés ou c'est les étudiants? Non, nos partenaires, les corpos, les étudiants, toutes les communautés qui sont intéressées par l'incubateur HEC. Ok. Et plus largement sur nos réseaux sociaux. Donc. Ok. Bah, tu pourras mettre mon email, du coup, pour ceux qui ont des questions, qui veulent approfondir. On pourra se faire un live comme ça avec plein de participants. Merci à tout le monde et on vous dit à bientôt.